C'est une journée normale dans une centrale électrique à Hong Kong quand soudain une personne mystérieuse pirate leur système. La machine de refroidissement est arrêtée et bientôt la chaleur provoque une grande explosion. Des centaines de travailleurs sont tués ou grièvement blessés et les personnes dans un rayon de 10 km sont évacuées. Pendant ce temps, dans une prison aux États-Unis, le hacker Nick est menotté et sorti de sa cellule. Les policiers trouvent un appareil caché parmi ses affaires et découvrent que tous les criminels de son bloc ont récemment reçu de l'argent sur leur compte, alors ils pensent que Nick en est responsable. Il nie immédiatement, donc on l'envoie à l'isolement, où il fait de l'exercice pour passer le temps. En Chine, le capitaine Dawei explique au gouvernement que la centrale a été piratée à l'aide d'un outil d'accès à distance, ou RAT. Cela a été possible car les systèmes de la centrale sont très anciens et manquent de sécurité. On découvre aussi que les mêmes modèles de réacteurs aux États-Unis ont été attaqués au même moment. Dawei pense qu'il peut retrouver le hacker, mais il a besoin d'accéder aux ordinateurs de la centrale pour effectuer le traçage. Malheureusement, la centrale est encore extrêmement chaude et il est impossible d'y entrer, donc Dawei doit attendre qu'elle refroidisse. Dawei demande l'aide du FBI et l'agente Carol doit convaincre son supérieur que travailler avec la Chine est une bonne idée. Finalement, Dawei obtient le code de l'attaque contre la centrale américaine, mais il ne sait pas le décrypter. Il décide de recruter sa sœur Lian, qui est ingénieure réseau. Ce soir-là, la bourse des échanges commerciaux de Chicago est également ciblée par le hacker et tous les chiffres commencent à grimper à une vitesse folle. Le lendemain, le FBI tient une réunion pour analyser l'affaire et en examinant le code, il conclut que le RAT a été écrit par 2 personnes. Dawei n'est pas impressionné par le rapport car il est très basique et demande à Carol de faire appel à Nick pour les aider. Nick a une longue histoire de cambriolage de banque par piratage et Carol pense que c'est une idée terrible de lui faire confiance, donc Dawei n'a pas d'autre choix que de révéler un secret. La moitié du code du RAT a été écrite par lui comme une blague pendant ses études universitaires et l'autre moitié a été écrite par Nick. Il semble que le hacker a volé leur code et l'a modifié pour effectuer les attaques. S'ils veulent attraper cet homme, ils ont besoin de la personne qui comprend vraiment le code. Un agent du FBI rend visite à Nick en prison, lui proposant de le faire sortir s'il les aide sur cette affaire. Cependant, Nick lit le document et remarque qu'il ne serait libre que pour quelques semaines, alors il refuse de le signer. À la place, il propose un nouveau marché, s'il attrape le hacker, sa peine est annulée. Sinon, ils peuvent le renvoyer en prison. Le FBI est tellement désespéré qu'il accepte son marché et Dawei vient chercher Nick pour des retrouvailles chaleureuses. Pendant le vol, Dawei montre à Nick le code modifié et Carol le réprimande, car une partie de l'accord stipule que Nick ne peut accéder aux ordinateurs que sous surveillance du FBI. Quelques instants plus tard, Nick est autorisé à examiner les terminaux de la bourse, qui ont le pare-feu le plus sécurisé. La seule façon d'y insérer un virus serait en personne, mais seul le patron y a accès avec son empreinte. Nick consulte les informations du système et découvre que quelqu'un a caché du code dans la clé USB du patron. En réfléchissant au suspect possible, le patron se souvient d'un certain Lozano qui n'a travaillé là qu'un mois avant de disparaître mystérieusement. Plus tard, Nick et les frères et sœurs analysent le code et remarquent des lignes incomplètes. Il conclut que le hacker avait besoin d'argent rapidement, alors il a attaqué le marché du soja pour remplir son compte et peut maintenant passer du temps à terminer le code. Cela signifie qu'il prépare une attaque encore plus grande. Pendant ce temps, le FBI retrouve Lozano sur les caméras de sécurité, en regardant ses tatouages, découvre qu'il fait partie d'un gang et qu'il a falsifié son identité pour obtenir le poste. Envoyer une équipe d'agents serait suspect, alors Nick et Lian se portent volontaires pour lui parler, bien que Nick reçoive un bracelet électronique à la cheville pour l'empêcher de fuir. Le duo entre dans l'appartement de Lozano pour le trouver mort avec une aiguille dans le bras. Nick et Lian inspectent ses ordinateurs et trouvent des appareils puissants qui chiffrent toutes ses données et le rendent anonyme sans adresse IP, ce que le hacker a dû configurer pour lui. Il y a un email mystérieux demandant un rendez-vous et Nick y répond pour confirmer l'heure et le lieu. L'agent chargé de surveiller Nick essaie de rapporter ce qui se passe mais n'a pas de signal, alors Nick prend son téléphone pour le réparer. Il en profite pour modifier l'application qui suit son bracelet. Entre-temps, Carol et Dawei demandent au patron de la bourse l'accès à tous les dossiers de leurs clients. Au début, il refuse car cela violerait la confidentialité, mais il cède quand Carol menace de dire à la presse que son marché n'est plus sûr. Une fois les fichiers obtenus, Dawei et Carol examinent la liste des ventes jusqu'à ce qu'ils trouvent 3 transactions de très gros volume parfaitement synchronisées pour profiter du piratage. Elles sont reliées à des comptes bancaires à Hong Kong. Le soir, Nick et Lian vont dans un restaurant pour attendre le hacker, mais ils ne se montrent pas. Nick remarque des caméras de sécurité et se faufile dans l'arrière-salle pour vérifier l'ordinateur. Il s'avère que le hacker les observait depuis le début à travers les caméras. En vérifiant les informations dans le logiciel de la caméra, Nick remarque que le hacker a une adresse IP en Ukraine et lui envoie un message, mais il ne reçoit qu'une insulte. Furieux, Nick retourne dans la salle principale et dit à Lian qu'il devrait partir, mais à ce moment-là, un groupe de voyous entre dans le restaurant et leur demande qui ils sont. Sans dire un mot, Nick commence à les combattre en utilisant tout objet à sa portée, y compris les meubles. Il parvient à neutraliser la majorité du groupe, quand le dernier arrive avec un couteau, il brise une bouteille pour contre-attaquer et remporte facilement le combat. Ensuite, Nick appelle Dawei pour l'avertir que l'email était un piège et que maintenant le hacker sait qu'ils sont sur ses traces. Dawei annonce qu'ils partiront pour la Chine le matin suivant afin de suivre les comptes bancaires, alors Nick et Lian passent le reste de la nuit à s'amuser sous la couette. Le lendemain, le groupe arrive à la centrale, où les secours continuent de sauver des victimes de l'explosion. Le bâtiment est encore chaud, ils doivent donc attendre avant d'accéder aux ordinateurs. Ensuite, ils rencontrent la police locale, qui a identifié les propriétaires des comptes bancaires. Il semble que ce soit 3 petits criminels liés à un malfaiteur connu sous le nom de Cassar, donc ils doivent servir d'intermédiaires pour le hacker. Les policiers les ont suivis mais n'ont noté aucune activité suspecte.
Nick examine pourtant leur trajet quotidien en même temps et découvre une adresse en commun. Dawei et Nick se rendent à cet endroit et trouvent un fourgon de police en surveillance d'un trafiquant libanais. Ils examinent les enregistrements du fourgon et découvrent que les titulaires des comptes viennent ici chaque matin sans rien faire d'autre que d'envoyer des textos. Avec un téléphone à la main, Nick fouille les environs jusqu'à ce qu'il capte un signal spécial et découvre un transmetteur caché dans les buissons. Il le connecte immédiatement à un ordinateur et confirme que les 3 hommes n'ont qu'à passer devant pour recevoir les messages du hacker, qu'ils peuvent ensuite supprimer sans laisser de traces. Un peu plus tard, l'équipe remarque que l'argent a été déplacé depuis les 3 comptes, ce qui signifie que le hacker a retiré ses fonds. Lorsque Dawei se précipite pour avertir Nick, il découvre que celui-ci est en train de coucher avec sa sœur. L'équipe part en hélicoptère à la poursuite de Kassar et pendant le trajet, Dawei conseille à Nick de reconsidérer sa relation avec Lian, car il risque de retourner en prison. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent que les agents de surveillance ont été tués. Ils pénètrent dans le bâtiment et fouillent chaque pièce, mais Kassar et ses hommes semblent avoir disparu. Un passage secret dans le sol permet à l'équipe de descendre et de continuer la recherche. Soudain, les criminels ouvrent le feu pour tuer les agents, qui ripostent immédiatement. Kassar est là aussi et utilise un agent comme bouclier humain. Il tire sur d'autres hommes avant de poignarder son otage dans le cou. Une fois sortis du tunnel, Kassar et ses hommes se préparent à le faire exploser, mais l'autre moitié de l'équipe les attend déjà à la sortie et ouvre le feu. Tandis que les voyous ripostent, Kassar active les explosifs, ce qui fait s'effondrer le tunnel et tue tous les agents à l'intérieur. Sans ce renfort, l'équipe à l'extérieur est submergée et d'autres agents meurent dans la fusillade. Ils n'ont d'autre choix que de rester cachés derrière des conteneurs, ce qui donne aux criminels l'opportunité de s'échapper en bateau. Alors qu'ils s'éloignent, Kassar est furieux de voir que l'un de ses hommes est en train de mourir. Cette nuit-là, Kassar récupère un colis spécial auprès de trafiquants sur un grand navire avant de retourner sur le continent. Pendant ce temps, Dawei est informé que la température dans la centrale a baissé suffisamment pour qu'il puisse y entrer sans mourir instantanément. Il fait encore très chaud cependant, donc ils doivent porter des combinaisons de protection et travailler rapidement. En entrant dans la salle des serveurs, ils voient que des corps sont encore présents. Un des agents s'effondre à cause de la chaleur, alors Nick dit à Dawei de le sortir pendant qu'il termine le travail. Il casse une armoire d'urgence pour prendre une hache et frappe les serveurs, ce qui provoque des vibrations qui font tomber des morceaux du plafond. Nick continue jusqu'à ouvrir le serveur et récupérer un disque dur. Ensuite, Nick et Dawei transportent ensemble l'agent malade. Après que l'équipe d'urgence a refroidi le disque, ils le connectent à un ordinateur et trouvent des fragments du malware, mais ils sont trop corrompus pour fournir des informations utiles. Nick se souvient que le gouvernement avait récupéré ces données après son arrestation, même s'il avait tenté de les effacer. Carol admet qu'ils ont un logiciel appelé « Veuve Noire » qui pourrait faire l'affaire. Elle demande l'autorisation à son supérieur, mais celui-ci refuse de le prêter à la Chine ou à un hacker criminel. Comme le logiciel dispose d'un accès à distance, Nick propose de pirater le système du gouvernement pour l'utiliser quand même. Carol est tellement désespérée qu'elle accepte et toute l'équipe sauf Lian quitte la pièce pour pouvoir nier leur implication si ça tourne mal. Nick envoie au supérieur de Carol un faux email lui demandant de changer son mot de passe, puis son malware détecte le nouveau mot de passe, ce qui lui permet d'accéder à Veuve Noire. L'équipe part dîner sans se douter que quelqu'un les suit et place un objet sous leur voiture. Quand ils reviennent, Nick a obtenu l'adresse IP du hacker. Il s'avère que son serveur personnel se trouve en Indonésie, mais Nick ne peut pas le pirater car il est hébergé par une entreprise réservée aux hackers, ce qui le rend impénétrable. Leur seule option est d'y aller en personne pour récupérer les disques durs physiques. Carol ne pourra obtenir aucune faveur après avoir demandé Black Widow, alors Dawei promet de parler à ses supérieurs pour leur obtenir des visas et des badges valables en Indonésie. Quelques temps plus tard, Lian parvient à accéder au registre comptable de la société d'hébergement et remarque des paiements à un logiciel qui loue du temps satellite. Le hacker a acheté des images haute résolution de la côte de la Malaisie. Pendant ce temps, le gouvernement chinois informe Dawei que le FBI leur a signalé que Nick avait piraté un logiciel confidentiel et qu'ils veulent le remettre en prison. Dawei essaie de faire valoir que sans Nick il n'aurait jamais retrouvé le hacker, mais ses supérieurs ne veulent rien entendre. Le reste de l'équipe est autorisé à aller en Indonésie, mais Nick doit être envoyé aux États-Unis. Le matin, Dawei prévient Lian par texto, alors elle et Nick s'échappent immédiatement. Carol reçoit un appel de son supérieur qui la gronde pour ce qui s'est passé. Elle tente d'expliquer qu'elle n'avait pas le choix, mais on lui ordonne quand même de livrer Nick. Lorsqu'elle se rend dans sa chambre, il est déjà parti. Ils se rendent compte que Nick a modifié l'application de suivi de l'agent et la corrige rapidement pour retrouver sa position actuelle. Dawei rencontre secrètement Nick pour lui dire que les Américains pensent que la Chine possède Black Widow à cause de lui, alors il lui demande de fuir et lui promet qu'ils se retrouveront plus tard en Indonésie. Lian veut venir aussi, mais Nick pense que c'est trop dangereux. Ils se disputent jusqu'à ce qu'elle les laisse seuls. Pendant que Carol et un autre agent suivent le signal du bracelet, Lian se rend directement à l'aéroport et y attend Nick et Dawei. Nick a une discussion sérieuse avec elle jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas être en couple avec un fugitif. Leur conversation est interrompue lorsque la voiture explose derrière eux, tuant instantanément Dawei. Kassar et ses hommes sont tout prêts et ouvrent le feu, alors Nick doit protéger Lian effondré en la maintenant cachée. À ce moment, Carol et son collègue arrivent pour échanger des tirs, réussissant à tuer quelques hommes de main, mais ils sont rapidement abattus eux aussi. Nick et Lian profitent de cette diversion pour s'enfuir et se cachent dans une station de métro, montant dans le train juste avant que leurs poursuivants ne puissent les attraper. Lian annonce qu'elle veut se venger et Nick accepte de l'emmener avec lui. Peu après, Lian paie des criminels pour leur fournir de faux passeports et retirer le bracelet de surveillance de Nick. Au lieu d'aller en Indonésie, il décide de se rendre en Malaisie pour découvrir ce que cherche le hacker.
La police suit toujours le signal du bracelet, mais celui-ci a déjà été jeté dans l'océan. En soudoyant le propriétaire d'un avion privé, Lian et Nick réussissent à s'envoler vers la Malaisie. Ils suivent les coordonnées des images satellites, mais la zone semble vide. Soudain, ils aperçoivent des escaliers cachés parmi les rochers, qu'ils montent pour trouver une trappe. À l'intérieur, ils découvrent les machines qui alimentent le barrage local. Le modèle de la pompe à eau est le même que celui de la centrale électrique, ce qui permet à Nick de déduire que le hacker veut saboter le barrage pour détruire les mines d'étain et s'enrichir en investissant dans des options sur l'étain. Les attaques précédentes n'étaient que des tests pour perfectionner le code. Quelques temps plus tard, le duo arrive en Indonésie et achète une série d'outils qu'ils installent avec leurs ordinateurs dans leur chambre. Ensuite, Nick monte dans une voiture sur le toit d'un parking et pousse une camionnette pour qu'elle tombe sur le bâtiment de la société d'hébergement, causant de lourds dégâts. Bientôt, la zone est envahie par la police et les secours. Pendant que tout le monde est distrait par le chaos, Nick s'infiltre et connecte son ordinateur au serveur pour télécharger des fichiers et des codes. De retour à la chambre, lui et Lian examinent les données et confirment que le hacker a une troisième version du RAT et vise bien le barrage. Ils obtiennent aussi ses véritables informations bancaires. Le lendemain, Lian se rend à la banque et dit à la réceptionniste qu'elle a une présentation avec le directeur, mais qu'elle a accidentellement renversé du café sur ses notes. Il accepte de lui en imprimer une nouvelle et connecte sa clé USB, permettant à Nick de pirater le système de la banque et de transférer tout l'argent du hacker sur son propre compte. Il envoie ensuite un message d'avertissement au hacker avec un numéro de téléphone. Finalement, ils reçoivent un appel de Kassar, mais Nick exige de parler au hacker et raccroche. Le téléphone sonne à nouveau, cette fois c'est Sadak, le véritable hacker et supérieur de Kassar. Nick prétend vouloir s'associer avec lui et ils conviennent d'un rendez-vous. Anticipant un danger, Lian achète divers articles dans un magasin et Nick crée une protection improvisée pour son corps, en cachant aussi quelques outils pour se défendre. Nick avait demandé à Sadak de ne venir qu'avec Kassar, mais il arrive avec tous ses hommes. Lian le voit de loin et avertit Nick, qui appelle Sadak pour changer d'endroit. Le soir venu, ils se rendent au festival local, mais Sadak est encore accompagné de ses hommes. Ils se cachent dans la foule et écartent les danseurs si nécessaire. Nick tente de surprendre Kassar par derrière, mais ce dernier se retourne et le menace avec son arme. Lorsque Kassar s'approche assez pour le fouiller, Nick agit rapidement, saisit sa tête et le poignarde avec un tournevis. Ensuite, Nick récupère l'arme de Kassar et se dirige vers Sadak, mais avant de pouvoir tirer, les hommes de Sadak ouvrent le feu. La foule panique tandis que Nick réplique, touché à plusieurs reprises mais tuant aussi les deux hommes. Sadak, armé d'un couteau, tente de poignarder Nick, mais la lame se bloque dans sa capuche. Une bagarre éclate et Nick parvient à briser le bras de Sadak, créant une ouverture pour le poignarder à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, Nick court rejoindre Lian, qui le ramène à la voiture. Grâce à sa protection artisanale, les blessures de Nick ne sont pas mortelles et Lian le soigne rapidement. Le lendemain, le couple quitte l'Indonésie et commence une nouvelle vie en utilisant l'argent de Sadak.